courrier international qui parle de la fin du monde, ça passe. Et puis il y avait une page bien plus intéressante. C'est un vieil article qui date d'il y a 6 mois dans le New Yorker. Et un article bien plus intéressant qui s'appelle sur l'arbalète. L'arbalète. J'en ai pas. Je n'ai pas d'arbalète. Bah ouais, mais très intéressant parce que on rappelle que c'était l'arme du peuple et pas l'arme des nobles. Et que, non, ça c'est sûr. Ouais. Et que c'était la pointe de la technologie quand même. Ah oui. Et que... Bah, la chevalerie française s'en souvient. Voilà. Donc on parle du Guillaume Tell de Schiller, du carreau dans la pomme. Oui. Faire carreau, hein. Moi je connais ça à la pétanque, mais vous tirez... Ah, Guillaume Tell, ça vous inspire. c'était bien une arbalète dans la mythologie qui... Ouais. Voilà. Et un article, parce qu'on est dans une presse à un monde libéral, sur les chromosomes, où on nous explique, c'est un peu la thématique, c'est rien n'est vraiment pur à 100%. Ah bah bien sûr, heureusement. Voilà. Et donc moi je me suis fait une série de questions que je vous ai envoyées exprès. Oui. Je voudrais, j'ai noté quelques trucs parce que je suis pas sûr d'aller dans le détail dans tout, voilà. Mais pour commencer, vous m'aideriez. J'ai 2 heures pour vous, donc j'ai pas de souci. Pour commencer et pour ne pas commencer exactement sur ce que j'ai mis, j'aurais aimé que vous me donniez, je vous le dis avant, ça tourne pas. J'aurais aimé que vous me donniez votre définition du survivalisme, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans mon émission, collapsologie, c'est-à-dire effondrement. L'étude de l'effondrement. En tout cas, c'est le terme. Oui. Et des formes de survivalisme existent. Bien sûr. Si vous voulez, c'est lié. C'est ce que j'essaie de montrer. Ce que j'essaie de vérifier, c'est si les deux sont solubles ou pas solubles. C'est ça que j'essaie de voir. Parce que je sors d'un entretien avec Yves Cochet, qui a sorti son livre Devant l'effondrement. Qui me connaît, que je connais. Ah bon? Je ne le connais pas personnellement, mais il a entendu parler de moi. Oui, c'est ça. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il accepte de me rencontrer officiellement. Je ne sais pas, justement, parce que... J'aimerais bien, en tout cas. Je lui lance volontiers l'appel. Je vous dis pourquoi. Je ne cache rien, je le fais, parce que j'ai envie que vous sentiez à l'aise. Mais je suis toujours à l'aise. Et le fait est que quand je lui ai demandé, mais vous, c'est quoi votre solution? Il dit, la solution, c'est l'éco-village. Mais c'est l'éco-village, ça peut être 50 000 comme ça peut être 500 000 personnes, avec autour des gens, qui soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, je m'en fous. Il a dit ça. C'est bien, c'est-à-dire qu'il est mature, c'est important. Bon, donc c'est intéressant, c'est quelque chose. D'un autre côté, il pense que ça c'est très français. En France, on ne s'enterre pas comme en Suisse. Hein. En Suisse, on a 104% de bunkers. En France, on a 39 bunkers de la société Amécis, dont j'ai interviewé le patron. Non, mais ça vous fait marrer. Non, mais oui, je sais. Oui, mais nous, ça ne nous fait pas marrer, parce que c'est... Bon, et bien, vous le savez, puisque vous avez vécu en France. Donc, je connais bien la France. Ouais. Bon, donc, vous savez que vous connaissez la différence, et vous savez la sensibilité qu'on peut avoir, nous, sur ces questions-là. Et donc, lui ne s'enterre pas. Je parle de Cochet, il a son éco-village. Et il a bien raison. Voilà. Et tandis qu'il est clair que dans plusieurs des manuels de survie que j'ai vus, la première solution, c'est la fuite. Y compris dans quelques pages de survie. Voilà. Fuite, c'est une... Bon, ça mérite définition, mais en tout cas, c'est bien. Vous avez remarqué que je ne parle pas de bunker. Non, je ne parlais pas de bunker, je parlais de base autonome durable. Et c'est pour ça que j'ai aussi amené une... Vous me donnerez ce que vous pouvez me donner, parce qu'on a un site web. Et donc, ce que j'aimerais, parce que j'ai vu que c'est sur des jeux en ligne, mais que ça n'est pas... on dirait que c'est des photos piquées. Moi, je ne souhaite pas vous piquer vos photos, mais j'aimerais bien avoir une vraie image de... Voilà, la base autonome durable de Piero San Giorgio, elle ressemble à ça. Ouais, bah j'en ai, puis j'ai aussi un photographe officiel qui a mes photos, mais je vous mettrai une ou deux photos. D'accord, c'est ça que j'aimerais. Et puisque je sais que vous allez à Nantes, je ne sais pas si c'est maintenu le 8 décembre avec mon émission. Ah non, je dois être à Nantes le 8 décembre. C'est sur un site, le vôtre ou celui de... Ah, je ne crois pas, parce que... Ou alors égalité et réconciliation. Je ne crois pas. Vous êtes sûr? J'ai été à Nantes,
J'ai été invité à Nantes plusieurs fois, mais il y a longtemps. Mais j'ai pas de... Mais là, en ce moment, j'ai vu 8 décembre. Je vous me l'appelez alors. Non, oui, j'ai regardé en partie. 8 décembre, Piero San Giorgio, NRBC. Alors ça, c'était peut-être le 8 décembre, il y a 4 ans. Ah, il y a 4 ans, d'accord. C'est moi qui ai fait une... C'est pas grave. C'est moi, bon, d'accord. Ah, sinon, tant pis, j'y serais pas. Non, parce que ça aurait été bien. C'est pas loin de Rouen. Et donc, c'est pas loin. Ah, ouais. Voilà. Oh, catastrophe. Oui, voilà. Donc, n'oublions pas ce truc-là. Si, nous n'oublierons pas. Alors, si vous voulez ma définition du survivalisme... Je suis pas partout. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. J'ai toujours la même depuis 10 ans, donc voilà, je vais écouter. Pas de et souci. Ensuite, je reviendrai sur mon questionnement, là, que vous connaissez déjà. Oui. Allez, viens, mon coco, tu marches. Je n'ai aucun secret. Aucun tabou sur ces questions-réponses. Après, c'est vous qui choisirez lesquelles garder ou pas en fonction de ce que vous avez décidé de montrer. Ou de vous ou vos collègues. Ça, je sais comment ça se passe. Ça ne marche pas. Allez, ça y est. C'est en route. Mais asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Très bien. Non, ça me va. Je suis bien comme ça. Ouais, vous avez été assis dans le train, donc oui. Ça va. Encore, ça va. Il n'y a pas eu de sanglier qui a bloqué la ligne pendant des heures. Il y avait vachement de bouillard. C'était impressionnant. Mais moi, ce que je craignais, c'est qu'il y ait de la neige. Surtout avec le mauvais temps qu'il y a eu là. Bon, ça va. C'était pas évident. Bon, allez. Allons-y. On y va. 3, 2, 1, 0. Il a une belle voix. Il a une très belle voix, Pierrot. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. Merci de me recevoir, Pierrot San Giorgio. Je souhaiterais, si vous voulez, commencer par vous proposer la chose suivante. Pourriez-vous, avec un minimum de mots, essayer de définir, de proposer votre définition du survivalisme? Le survivalisme, c'est quoi pour vous? Pour moi, un survivaliste est un adulte et un citoyen responsable. Et donc, comme il est responsable, il essaye de prévoir les avenirs possibles et il s'y prépare. Ni plus ni moins. Un avenir imminent. Pas forcément imminent, mais il prévoit ce qui pourrait se passer, qui peut aller des événements, hélas, quotidiens comme un incendie ou un accident de la route, à des événements beaucoup plus lourds et beaucoup plus de longue durée, comme un effondrement de la normalité, par exemple. Donc, et tout ce qu'il y a entre les deux, évidemment. Effondrement, vous ne dites pas fin du monde? Ah ben non, le monde, il continuera, quoi qu'il arrive, sous d'autres formes, et même bien après l'espèce humaine. Ça ne fait que 7 millions d'années que nous sommes là, le monde a 5 milliards d'années, c'est bon, il n'a pas besoin de nous. Nous, en revanche, nous avons besoin de lui. Oui. Vous avez lu tout sur le survivalisme depuis Kurt Saxon? Alors, non, puisque je n'ai pas lu Kurt Saxon. J'ai ces livres, je les ai achetés récemment, mais je ne les ai pas encore lus. Ça correspond pas trop à ma vision des choses, mais de ce que j'ai pu voir en feuilletant. Mais non, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu pas mal de livres. Déjà venant de la littérature américaine depuis les années 70, 80 surtout, et puis jusqu'à la nouvelle mode, la collapsologie qui commence en France récemment, qui est très intéressante. Vous diriez, comment vous définiriez ce survivalisme américain, puisque c'est les années 60, il vise les communistes, il vise la race noire, ils sont décrits comme les ennemis. Comment vous définiriez ce style de survivalisme? Alors je crois que déjà dans les années 60, il y avait différentes écoles ou différentes branches. Pas tout le monde était raciste d'ailleurs, déjà à cette époque-là. Peut-être plus que maintenant, bien entendu. Mais il y avait effectivement la peur de la guerre nucléaire, la peur de l'effondrement nucléaire et guerrier. Il y avait aussi à cette époque déjà la peur d'un État tyrannique. Et donc d'éventuellement se battre contre un État qui impose sa volonté non démocratiquement. Il y avait aussi, plus à cette époque qu'aujourd'hui, ce romantique souvenir du monde pionnier qui était évidemment constitutif à la nation américaine, dans la conquête effectivement de l'Ouest, au-delà des Appalaches, et donc qui nécessitait des esprits très indépendants, très autosuffisants, très libres, voire parfois un peu
un peu bourru et violent, et qui, c'est vrai, n'existe pas en Europe, ou très très peu, et qui, je crois, ne se retrouve pas dans certainement mon approche de survivalisme, et on va dire, mon approche n'est pas liée à cet esprit pionnier, mais il y a quelques points communs. Alors, vous écrivez noir sur blanc dans l'édition de Combat, je souligne, Combat. Ça, c'est l'idée de mon éditeur. C'est l'idée de votre éditeur. C'était pas la mienne, de votre livre Survivre, qui est un best-seller. Vous écrivez « Je suis pacifiste, mais pas non-violent ». Bien sûr. Alors, je voudrais que vous me disiez ça, justement. Que ce ne soit pas moi qui vous le dise. Non, je confirme. Je suis pacifiste. J'aime la paix, j'aime le calme, j'aime les relations polies et courtoises entre les gens. Mais je ne suis pas un non-violent. Tout d'abord parce que la non-violence est une hypocrisie, parce que la violence, elle est présente partout. Elle n'est peut-être pas visible lorsque nous sommes dans un monde protégé par des hommes en armes qui sont les militaires et la police, et gérés par des politiciens qui sont avec des gardes du corps, armés. Mais parce que la violence résout beaucoup de problèmes dans la vie. Alors elle peut être verbale, elle peut être raisonnée, elle peut être proportionnelle, certainement, mais elle existe. Et donc moi je l'assume, je l'embrasse, je la maîtrise, du moins j'essaye, je me forme pour. Et cette violence, elle n'est pas forcément, d'ailleurs vous aurez remarqué que ce n'est la défense n'est qu'un des 7 piliers de la préparation tel que je l'explique dans mes livres. Et même par exemple, les armes à feu ne sont qu'une page sur les 430 pages de mon livre. Oui, d'accord. Donc on voit bien qu'il y a 2 écoles dans le survivalisme. Une école que vous pourriez dire bisounours, ou je ne sais pas comment vous allez la qualifier, et la vôtre. On est à peu près d'accord, il y a 2 écoles. Ah, il y a plus que 2 écoles. Et vous me faites dire des mots que je n'utilise pas souvent. Mais il y a beaucoup d'écoles. Il y a l'école de ce qu'on appelle le bushcraft en anglais, mais par exemple la vie dans la forêt. Il y a des gens qui aiment bien apprendre à être autonomes et donc de survivre dans des environnements très hostiles que sont la vie dans l'environnement sauvage, la forêt, la nature. La jungle. La jungle parfois, la forêt européenne ou le désert. Il y a toutes sortes d'écoles là-dessus qui sont des outils intéressants, mais qui ne m'intéressent pas plus que ça, parce que autant les techniques sont utiles, je pense que ce ne sont pas des bonnes stratégies. Stratégies de survie même de la civilisation que je touche dans mes livres. Mais il y a d'autres écoles qui sont celles de l'approche retour à la terre d'un point de vue très pacifiste. Là, peut-être qu'on pourrait dire bisounours, bien que ce n'est pas vraiment le terme juste, parce que je pense à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi ne me semble pas du tout être un bisounours. C'est quelqu'un qui, je suis sûr qu'il a un fusil de chasse à la maison, je suis sûr qu'il est tout à fait capable d'être rude et dur, dans un certain sens du caractère, mais il a une approche très spirituelle de retour à la nature, et c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis, il y a l'approche qui est la mienne, par exemple, c'est de dire, d'une part, il faut être prêt à des événements du quotidien. Encore une fois, la maison peut brûler, et vous faites quoi? Vous pouvez avoir une catastrophe naturelle et vous vous retrouvez sans abri, sans maison, vous faites quoi? Ou l'accident de la route, le vôtre ou celui de quelqu'un auquel vous assistez, est-ce que vous êtes capable de porter secours? Ou effectivement des effondrements que je scénarise et que je théorise dans un de mes livres en tout cas, qui sont de dire, voilà, si la société est complexe, et en ce sens-là, j'ai beaucoup d'affinités et de points communs avec les collapsologues, qui aussi disent, attention, nous sommes à l'aube d'un effondrement de la société telle qu'on la connaît. Ce n'est pas la fin du monde, on peut plaisanter sur ce terme, mais c'est la fin de notre monde, c'est un monde tel que l'on le connaît. Et ces événements nécessitent de la préparation, et là j'ai des points communs avec, par exemple, l'ancien ministre Yves Cochet, ou d'autres qui préconisent d'avoir leur jardin en permaculture, l'autosuffisance de la production nourricière d'une famille ou d'un groupe de personnes, d'un village même. Et en ce sens, les collapsologues n'ont rien inventé, je n'ai rien inventé, ce sont des concepts qui datent depuis, j'allais presque dire depuis la nuit des temps, mais depuis longtemps. Bon, alors là aussi, il y a peut-être un point commun, c'est se préparer. Eux aussi veulent se préparer, les collapsologues. Oui, vous aussi, vous vous préparez. Oui. Et aux États-Unis, on appelle ça les preppers. Bon, c'est pas du tout le même sens. Les preppers aux États-Unis et ceux qui se préparent en Europe, sans caricaturer, dites-moi à quoi ça ressemble, puisque vous les connaissez. Alors c'est vrai que la définition, elle reste à dire, elle reste à faire, parce que chacun a un peu sa mini-obsession. Il y en a qui sont très obnubilés par la défense personnelle, d'autres qui sont très obnubilés par les problèmes de manque de nourriture ou de manque de cassure des flux d'approvisionnement des supermarchés et d'autres choses que l'on voit dans les crises.
lorsqu'il y a des ouragans, par exemple aux États-Unis, ou des catastrophes naturelles. C'est des choses qu'on constate, qui peuvent avoir plus ou moins de violence en fonction de la culture dans laquelle on est. Au Japon, il n'y a pas de violence. Aux États-Unis, il y en a lorsqu'il y a ce genre de catastrophe. Il n'y a pas que de la violence, par exemple. Il y a aussi de l'altruisme, il y a aussi de l'entraide. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas en opposition avec, par exemple, Pablo Servigne, dont j'ai fait d'ailleurs la promotion de ses livres, quand il dit l'entraide est importante. Oui, elle est importante, mais il n'y a pas que de l'entraide dans les caractéristiques humaines. Il y a aussi parfois de l'affrontement. Oui, parce que la question qu'il vous pose, c'est s'entraider ou s'entretuer. Mais non, certainement pas s'entretuer. Mais malheureusement, on ne choisit pas forcément qui on a en face. Et donc, il faut évidemment prévoir le meilleur, mais il faut prévoir le pire. Voilà. C'est humain, c'est logique. C'est pour ça que la conception qu'on se fait de la civilisation peut être différente selon chaque individu. Et vous n'avez pas la même que celle de Servigne ou que celle de Cochet. Parce que quand vous écrivez, quand vous dites, c'est dans une interview, vous dites, écoutez, j'ai rien contre les handicapés, mais c'est pas avec eux, en les privilégiant, qu'on crée une civilisation. Si vous maintenez ça, vous risquez d'avoir contre vous beaucoup d'opinions contraires. Mais c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. J'ai eu une campagne de presse abominablement agressive. Mais qu'est-ce que vous avez dit exactement? Alors, pour rester dans le contexte, je parlais en fait, que les civilisations peuvent se permettre le luxe d'aider et de faire survivre, en fait, tout le monde. Et d'ailleurs, je dis dans mon interview, et c'est bien, parce que je suis né dans cette civilisation et ma sensibilité est d'aider les handicapés. Je peux même vous le prouver à l'instant, je suis membre à vie de l'association de l'aide aux paraplégiques suisses. Donc, je l'ai là, ma carte. En même temps que réserviste de l'armée suisse. Je suis même pas, vous savez, Wikipédia dit n'importe quoi, je ne suis pas du tout réserviste dans l'armée suisse. Il n'y a pas de réserviste en Suisse, ça n'existe pas en plus. Mais continuez sur votre idée. Et donc, pour moi, une civilisation peut se permettre ce genre de choses quand elle arrive à son apogée, et elle s'en fait d'ailleurs une valeur morale positive. Mais lorsque les civilisations se créent, elles n'ont pas le temps de ressources, elles n'ont pas les ressources lorsqu'il faut créer quelque chose à partir de ressources rares, on n'a plus le temps de ce genre de choses. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, c'est là où souvent on me prête l'intention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les handicapés, qu'il ne faut pas faire des trottoirs adaptés Je dis, dans une société riche qui a le luxe de le faire, c'est bien, mais il faut faire attention parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'on crée la civilisation, on la détruit en fait, on rajoute de l'entropie. Ce qui peut être un choix tout à fait assumé en se sentant bien, parce qu'effectivement, on se sent bien d'aider les autres. Oui, mais c'est la sélection, le mot oui, clé. La sélection naturelle... c'est une salope, elle est là, elle veut nous tuer, la nature, elle est méchante avec nous. Oui, et alors je continue à lire votre livre, et donc il y a des cas hypothétiques, c'est intéressant, on va revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une base autonome durable, et on va la comparer à un éco-village. Mais ce qui m'a choqué, c'est en voyant comment vous faites la sélection, puisque vous êtes le chef, il y a un chef, dans les bases. C'est vous qui le dites. Si, il y a un chef. Admettons que ce soit vous, mais enfin, c'est pas vous, c'est un cas hypothétique. Peut-être. Arrive un groupe de migrants africains, je sais pas, ils sont à la dérive. Ouais, peut-être. Voilà. Et donc, le chef va dire, écoutez, vous faites quoi dans la vie? Au début, c'est déjà bien, ça défouraille pas tout de suite. C'est déjà pas mal. Et après ça, on se renseigne, tiens, il y a un médecin. Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé d'une histoire dans ce genre. Allez-y. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est un chapitre sur lequel je dénonce le racisme primaire et idiot. Je suis tout à fait, dans ce sens-là, toujours d'accord avec ça. C'est que, effectivement, moi j'ai une idéologie personnelle qui est celle que c'est l'individu qui est prime. C'est-à-dire, c'est l'individu avec ses compétences, avec son cœur, son caractère. Et je mettais en scénario, un village où des Africains, enfin on va dire des Noirs, parce qu'en l'occurrence, j'avais pas pensé, il s'agit de Français. Non, c'est des migrants, ils sont africains. Peut-être, ça fait 10 ans que j'ai écrit ça, mais admettons, oui, très bien, prenons ce scénario-là. Effectivement, dans une situation de pénurie où il n'y a plus à manger, d'ailleurs c'est le même scénario qui est mis dans une série récente de Canal+, dans un des épisodes, et là on dit qui on garde pas, en fonction des compétences, et là en l'occurrence, il décide de chasser ceux qui n'ont pas de compétences utiles, mais il garde un médecin et sa famille. Pourquoi pas? Parce que c'est dans leur propre intérêt. Oui, mais on fait tout dans la vie pour intérêt, y compris l'altruisme, qui a un intérêt psychologique de se donner bonne conscience. Mais au-delà de cette petite parenthèse, ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est que j'essaye de dire, vous voyez,
je fais le pari qu'il n'y a pas que l'aspect ethnique qui compte. Parce qu'on aurait pu très bien dire, ils ne sont pas comme nous, ils sont noirs, dehors. Non. Ou comme vous disiez, on ne défouraille pas tout de suite. Et effectivement, je le répète, ne défouraillons pas tout de suite. Ce n'est pas le but. Je dis bien, d'ailleurs, la défense, c'est la défense, ce n'est pas une agressivité. Bon, alors j'ai un autre cas, toujours dans le livre. Prenons. Oui. Donc, vous préférez quand même les bases autonomes durables flottantes. Flottantes. Si, la base autonome durable... Ah, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, Parmi un cas hypothétique. Bon, c'est quand même plus plaisant, le yacht ou le bateau de plaisance, c'est quand même plus sympa là où il fait beau. Bon, mais surtout ce qui est intéressant, c'est comment vous le transformez. Et vous parlez d'une arme que je ne connaissais pas, moi. Oui, voilà, je vois très bien. C'est un gros calibre. Oui, très gros. Je me suis un peu renseigné dessus. C'est un gros calibre. Bon, c'est l'équivalent du vaisseau... calibre de chasse. Du vaisseau 74 canons, c'est-à-dire, vous voyez, le... 338 la pointe Magnum, en l'occurrence. Oh non, c'est-à-dire que, bon, là on va un peu trop vite, mais dans le concept de base autonome durable, je prenais comme exemple, parce que j'ai des clients qui le font, de gens qui se disent moi en fait je veux être mobile, je veux être effectivement ce sont des gens qui aiment la mer, donc qui ont des voiliers, et qui se disent finalement j'installe mon plan de survie sur un bateau. Et donc moi je le dis dans le livre, et je leur dis encore plus lorsque je les rencontre, de faire très attention à leur stratégie, parce qu'il faut prévoir en cas d'effondrement, la mer certes vous permet d'aller d'un endroit à l'autre, mais il y a à ce moment-là ce qu'on appelle la piraterie, qui existe aujourd'hui en Somalie, en Asie, sur les côtes d'Afrique. Et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir se défendre, voir couler le bateau du pirate, et donc d'où l'importance d'un gros calibre. Ce qui nécessite de voir un petit peu si les lois vous permettent, pas tellement de l'avoir, parce que c'est tout à fait légal en Europe ou en France d'avoir ce calibre-là, mais c'est à peine plus gros que celui de mon vieux fusil suisse qui est là. Mais quand vous vous baladez dans un pays ou à l'autre, il y a des pays qui vous autorisent pas à venir avec une arme depuis un bateau, par exemple. Et puis l'autre question qui se pose, c'est l'autonomie sur un bateau. Elle est vite limitée, parce que certes on peut pêcher, mais on ne peut pas transporter beaucoup de choses dans un bateau. On a une limite, chose qu'une ferme, ce qui est plutôt la stratégie que je préconise. Donc moi je ne préconise pas la base flottante, je dis juste qu'elle existe, qu'il existe ce scénario-là. À cause du lac de Genève. C'est sûr qu'à Genève, on ne peut pas aller très loin. Mais voilà, donc l'aspect ferme autonome ou village autonome est beaucoup plus intéressant à mon sens. Voilà, donc on y arrive. Base autonome durable, et vous venez de dire je conseille. Donc vous en vivez, et donc ça m'intéresse. C'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur d'une certaine manière. Je l'ai toujours été, oui. Alors allez-y, 3, 2, 1, 0. Piero San Giorgio. D'abord, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi ce pseudo est un entrepreneur depuis longtemps. Et il ne vient pas de n'importe quel type d'entreprise, puisque vous étiez dans la... On peut dire, vous avez fait toute votre carrière dans la tech, la high-tech, c'est bien ça. À l'international, oui. À l'international, pendant 20 ans, j'ai eu une longue carrière de cadre, même cadre sub, dans des sociétés de logiciels où je développais les activités de ces sociétés à travers le monde. Donc je suis intimement familier avec l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Europe en général. Et donc je connais très très bien les cultures. Je suis une des rares personnes qui est capable de vendre autant en Arabie Saoudite qu'en Israël, et en Russie et au Nigeria. Donc je connais très très bien ces cultures et ces pays. Et puis j'ai également eu ma société que j'ai ensuite vendue. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des livres qui se vendent à fond. Je suis à 200 000 exemplaires du premier. Il va être réédité en janvier 2020. Et il est traduit. Il est traduit en 12 langues, je crois, aujourd'hui. Le polonais en janvier. Je viens de sortir le turc. Appel aux éditeurs allemands. J'ai toujours parlé allemand. Et puis, je fais du conseil, c'est vrai. Il y a des personnes souvent fortunées, mais pas toujours. Parfois, c'est des gens très modestes, à qui je fais un prix d'amis, on va dire, qui me posent la question surtout sur la stratégie. Moi je ne suis pas très... D'abord, ça ne m'intéresse pas d'expliquer aux gens comment faire du feu ou comment survivre avec des couvertures en laine dans la forêt. Franchement, ça n'a aucun intérêt pour moi. En revanche, la stratégie de, justement, comment rendre autonome une maison, comment choisir le bon endroit, comment intégrer ses amis, sa famille, comment ne pas oublier les travers de la psychologie humaine, comment faire l'y prévenir et en tenir compte. Bon, ça c'est du conseil. Oui, bien sûr, c'est du conseil. Et donc je facture ça à la journée ou à la demi-journée, ça dépend. Et je vis un peu de ça. Ouais. Ouais. Bon, on peut connaître les tarifs. Ah oui. Je prends l'équivalent d'une pièce d'or par jour, d'une once d'or.
Donc ça varie en fonction de... Donc je me suis amusé à faire des prix variables. Donc en ce moment, c'est dans les 1300 euros par jour. C'est pas cher par rapport à un avocat ou une prostituée, c'est pas cher. Ah bon, je ne connais pas les tarifs. J'ai essayé de vous tendre un piège, mais ça n'a pas marché. Alors, donc, ça veut dire que vous allez avoir comme clientèle des gens qui sont capables quand même de payer 1300 euros par jour, excusez-moi, mais bon... C'est un SMIC, ouais. Au prix où va l'effondrement économique et le déclassement, je vous rassure, ce n'est pas la classe moyenne que vous avez comme clientèle. La plupart sont très riches. J'ai des clients qui ont des fortunes au-delà du milliard d'euros. Mais j'ai aussi des gens qui sont très modestes et puis qui mettent de côté et qui ne viennent pas me voir pour 5 jours. Et simplement, ils me font venir et ils me disent, voilà, valide ou pas ce que je fais. Et en général, comme j'ai de la bouteille, en à peu près 1 heure de discussion, je repère tous les défauts ou toutes les erreurs qu'ils ont faites. Et donc, je leur fais gagner énormément de temps. Donc, ça les vaut. Hein. Voilà. Ça les vaut. On y est sur quelle clientèle, quel public écoute et veut se préparer. Parce que c'est ça, on est là. On est dans cette idée qu'il faut se préparer à ce qu'on croit être le vrai danger ou le plus imminent des dangers. Et donc, Blocher a fait la une de la presse ici, parce que lui enterre dans un bunker sa collection d'art privé, c'est ça? Parce qu'il a peur des pillages? Je n'étais pas au courant, mais pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est lié... S'il veut faire survivre ses œuvres d'art, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pendant la guerre, on a envoyé des missions commando pour récupérer les œuvres d'art volées par les nazis, par les nationaux-socialistes. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous diriez, ça vous plaît ce terme néo-survivaliste? Vous diriez ça? Je comprends pas ce que ça veut dire. Survivaliste, nouvelle formule. À la fin, ce sont des étiquettes, comme je dis, les gens me disent, mais est-ce que vous êtes survivaliste? Je dis oui, mais je suis père de famille, je suis un citoyen suisse, je fais plein de choses, on peut pas être réduit à une étiquette, mais si cette étiquette plaît, pourquoi pas? Oui, alors, ça monte ce public, cette clientèle, elle monte, vous diriez depuis combien de temps, de par votre expérience? Alors moi j'ai commencé à réfléchir et surtout agir sur cette problématique à partir de 2005, donc bien 10 ans avant l'école Absolog. Ça c'est la petite pique très gentille que je leur fais. J'aime bien ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont encore un peu gentils, mais j'aime bien ce qu'ils font. Oui, ils vous servent bien. D'appui. C'est vrai. Et surtout, ils ont été chouchoutés par les médias, et c'est très bien. Ce qui m'a ajouté des dizaines de milliers de lecteurs supplémentaires, donc je suis content. Pas tellement pour les ventes, parce que très honnêtement, c'est pas pour les 2 euros par livre que je gagne qui change grand-chose. En revanche, c'est surtout qu'ils ont touché un autre public. Et finalement, les gens qui sont intéressés par la collapsologie, très vite tombent sur mes œuvres, qu'ils critiquent, qu'ils écoutent, qu'ils lisent parfois. Parfois, ils trouvent « Ah ben non, finalement, je me faisais une idée complètement fausse sur le survivalisme, et puis au fond, c'est beaucoup plus raisonnable. » C'est ce que m'a dit Pablo Servigne. Il m'a dit « Au fond, ce que tu as écrit, c'est très raisonnable. » Et il a raison, je pense que je suis très raisonnable. Il y en a d'autres qui pensent le contraire. Yves Cochet m'a dit se retrancher dans un bunker, c'est une bêtise humaine et sociale. Et il a raison, mais c'est d'ailleurs, je n'écris pas du tout ça. Je n'ai aucun texte ni vidéo où j'explique que c'est une chose bien à faire. Oui. Non, dans ce sens-là, d'ailleurs, un des gros chapitres de mon livre, c'est le lien social qu'il faut développer. Et donc, d'ailleurs, j'explique bien que la base autonome durable, c'est un départ, parce qu'il est beaucoup plus facile de travailler sur soi et sur éventuellement son domicile, plutôt que de démarrer un village. Parce que démarrer un village, il faut convaincre beaucoup de gens, et tous ceux qui le font, tous ceux qui ont mis en place des communautés, savent à quel point c'est incroyablement difficile de mettre d'accord beaucoup de gens tout de suite. Donc, faisons notre travail, montrons par notre expérience et nos réussites, et parfois même nos échecs, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et donc ensuite, nous pouvons convaincre d'autres personnes de s'affilier sans être officiel. Oui, mais le problème, c'est qui fait école? Parce que c'est vous qui faites école avec vos pistolets Smith & Wesson, parce que c'est dedans. Hein. Oui. Ça fait partie de l'équipement. Oui, certainement. Une page sur 430 pages parle de défense, parle d'armes. Mais oui, mais vous savez, la police est armée, la plupart des gens dans le monde sont armés. Il n'y a que quelques cultures de gens désarmés. Vous êtes actionnaire de Smith & Wesson? J'aimerais bien, c'est une bonne idée. Non, je n'ai pas d'intérêt dans l'armement. Ça va. Non, vos sponsors sont qui? On peut en parler? J'ai pas de sponsors. J'aimerais bien avoir des sponsors. D'ailleurs, je lance un appel. Bon, alors, d'accord. Sur les services publics, ça va pas trop marcher. Encore qu'il y a maintenant de la publicité. Le côté obscur vous guette. Oui, ça se pourrait.
Oui, il y a quand même une forme dans les commentaires négatifs. Il y a, on devient vite parano en lisant San Giorgio. Ben oui, Qui sait? les importuns, hein, les importuns, vous les canardez. Voilà, c'est clair, c'est net, parce que la grande différence, c'est ça, c'est quoi? C'est quoi les importants? Les importuns. Ah, les importuns. Oui, les importuns. Les importuns d'or. Hein, et puis voilà. Bon. Donc il y a, il y a quand même là, et là, il n'y a pas de tendresse, je veux dire, il n'y a pas ce côté. C'est pour ça que je vous demande qui fait école. Parce que d'un côté, vous avez l'éco-village qui peut aller jusqu'à 500 000 habitants, c'est ce que dit Cochet. J'attends de voir, mais oui, pourquoi pas, mais ce qui est important, je comprends votre question, c'est très important qu'il y ait plusieurs sons de cloche. Parce que moi, je crois dans l'individu, et donc que chacun, en son âme et conscience, choisisse les conseils qu'il a envie d'écouter, ce qui le rend, comment dire, ce qui fait qu'il se sente bien dans la démarche qu'il met en place. Moi, je rappelle simplement qu'il y a des réalités. Je sais que nous sommes dans un monde où les réalités commencent à partir en sucette. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est une femme, qui est un homme. Enfin, bon, ok, très bien. Faites ce que vous voulez, mais la réalité, de toute façon, trop tard, elle vous mord les fesses. Donc, ceux qui m'écoutent, ils sont peut-être très sensibles à certaines problématiques, d'autres moins. Et je trouve que c'est pour ça que j'ai jamais combattu, j'ai jamais vu d'un mauvais œil l'arrivée de la collapsologie. Au contraire, c'est très très bien. Écoutant, on va dire, mais il est homophobe, donc comment voulez-vous qu'on aille dans sa base autonome durable? Mais qui est homophobe? Je ne vois pas. Vous dites, on se rend plus compte de qui est homme, qui est femme. C'est pas moi qui le dis. C'est toutes ces études de gender, machin. Mais en quoi ça a à voir avec l'homosexualité? Le problème, c'est vous allez sélectionner, on le sait, au début, vous avez dit, je vais prendre les gens que je veux dans ma communauté. Ah ben, si je veux pas... Vous savez, j'ai marié une femme parce que j'aime bien les femmes. Hein. Si elle avait été un homme, je l'aurais pas épousée. Donc je suis désolé, mais moi j'aime bien ségréguer, j'aime bien différencier. J'embauche qui je veux. Et donc, tout ça c'est des faux procès. Vous le faites à dessein pour provoquer, pour provoquer un provocateur. Mais non, je suis même plutôt gay-friendly, moi. J'ai même des vidéos là, sur ce sujet. Non, ça me dérange pas ce que font les gens dans leur chambre à coucher. Je dis simplement qu'aujourd'hui, de manière officielle, même la réalité biologique, même la réalité physique, elle est remise en cause d'un point de vue hallucinatoire. Et donc, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai aucun problème avec un mec barbu qui se prétend être une femme. J'ai aucun problème avec ça. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est clair que dans les conseils, les préconisations qui sont dans Survivre, les importuns dorment quand vous ne les chassez pas avec des armes à feu. Hein. Les importuns, c'est des gens que vous n'avez pas envie de voir, que vous pouvez, à tort ou à raison, prendre pour des pilleurs potentiels. Voilà. Donc là, il n'y a pas de cadeau. Je ne pense pas que j'ai écrit ça de cette manière. Non. Mais si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est à vous de choisir qui vous accueillez chez vous. Mais dans un temps de disette ou un temps normal. Simplement, après, c'est à vous de voir le niveau de compassion que vous pouvez avoir avant qu'il ne mette en péril votre famille. Et je vous dis tout de suite, hein, moi, je préfère mes enfants à ceux de mon voisin, je préfère ceux de mon voisin à... Et c'est même pas Le Pen qui a dit ça, c'était un philosophe d'avant. Mais bon, bref. Bon. Mais c'est une phrase connue qui est tout à fait vraie. Et Soral, c'est toujours votre ami? Écoutez, ça fait 11 ans qu'on me demande cette question parce qu'il m'a invité faire une conférence chez lui. Écoutez, c'est quelqu'un qui a ses côtés intéressants et qui a ses travers, comme tout le monde. Ça fait longtemps que je ne le vois plus. Bon. Et Ayoub, vous le voyez toujours? Ayoub, je l'ai rencontré 2 fois. Une fois pour le remercier d'avoir accepté que je le cite, parce que j'ai fait ça avec tous les gens que je cite. Oui, vous citez Soral d'ailleurs. Hein, et je cite aussi Soral, d'ailleurs, je l'ai remercié dans mon premier livre. Vous savez, tout le monde dit des choses justes, même si parfois ils peuvent aussi dire des choses fausses. En revanche, non, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai toujours dit, il m'a trouvé quelqu'un de très raisonnable. Bon. Je parle non, parce que tout le monde vous présente comme quelqu'un de proche de l'extrême droite. Oui, alors c'est étonnant, mais alors que je suis un anarchiste et que je n'aime pas l'État. Donc après, il faut définir, toujours la sémantique, définition. Aujourd'hui, on dit extrême droite quand on veut dire du mal de quelqu'un, mais après, vous savez, les nazis étaient socialistes, moi, je n'aime pas l'État. Non, mais vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas un néo-nazi. Ah bah, certainement pas. J'aimerais bien entendre la phrase. Ah bah, je ne suis pas néo-nazi, alors loin de là. Mon grand-père était dans des camps nazis, franchement, ça me trouverait le cul de... D'ailleurs, personne ne m'accuse d'être néo-nazi, je précise. Non. J'ai jamais entendu ça. Non, c'est vrai. Quelqu'un a simplement noté ce que vous aviez dit à ce journaliste italien, je ne sais pas si vous étiez au téléphone ou s'il est à côté de vous, et quand vous dites l'homme sous pression, oui. Eh bien, je vous répète la phrase textuelle, je dis l'Européen, sous pression, il, dans sa nature, a quelque chose de très violent. D'ailleurs, je précise, pas que l'Européen, hein, les Japonais, les samouraïs, tous les peuples sont très violents. Hein, quelque chose de très violent qu'avaient les conquistadors, les lansquenets, les grognards ou les Waffen-SS. Alors, est-ce que ça veut dire que je veux qu'on soit Waffen-SS? Non, ça veut dire que dans notre histoire, nous avons montré de la violence extrême, parfois sadique, et que je regrette et que je n'aime pas, parce que personne ne peut trouver moral des Einsatzgruppen ou des camps de concentration, ou même des camps de prisonniers très durs où avait été mon grand-père, ou j'imagine en France, beaucoup de gens étaient dans ce travail obligatoire qui était très très dur. Eh bien, non, mais c'est une réalité historique. Alors les gens aujourd'hui ne veulent même plus qu'on rappelle l'histoire. La Shoah, vous n'avez jamais discuté ça, vous? Ah ben non, la Shoah, elle a existé, la persécution des Juifs, elle a existé, il y a eu des millions de morts, ça a été terrible, et en plus c'est immoral, on ne tue pas encore une fois, c'est un État socialiste qui décide qui il veut garder, qui il veut tuer. Je déteste l'étatisme, je déteste l'État, autant communiste que nazi, c'est la même famille pour moi. Eh bien, voilà, donc non, je déteste ça. J'en reviens à ma question posée par Yves Cochet. S'entraider ou s'entretuer, je suis prêt, dit-il, à aller voir mes voisins, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, je m'en fous. Et il a bien raison, et je me réjouis de cette sagesse, de la même manière que moi je m'en fiche si mes voisins sont étatistes ou pas. À la fin, s'il y a un problème, bien sûr qu'il faut s'entraider, mais il y a des... Mais je veux dire, ça ne doit pas être un dogme, parce que dans la réalité, il y a des degrés d'entraide qui sont utiles et des degrés d'entraide qui sont néfastes. Il y a des degrés de violence qui sont utiles et il y a des degrés de violence qui sont néfastes aussi. Et tout est de savoir quelle nuance, et c'est bien la difficulté que j'explique dans le chapitre sur le lien social, où il faut en fait connaître au maximum les gens autour de nous pour créer ces liens durables et forts. Parce qu'évidemment, plus le lien est durable et fort, plus on va être facilement altruiste et plus facilement s'entraider. Bon, c'est clair qu'il y aura des migrants dans vos scénarios cauchemars. C'est plus des hypothèses. Il y en a déjà aujourd'hui, hein, vous l'avez remarqué. Oui. Bon, et alors aujourd'hui, c'est l'État qui s'en occupe. Et pourront aller dans des bases autonomes durables, qui ont du mal à aller dans des... On appelle ça comment chez nous? Des... Vous savez, les collapsologues nous parlent du problème de la surpopulation, à juste titre, et puis ils nous disent il y aura une catastrophe et la population va baisser, mais ils ne nous disent pas vraiment comment, parce que c'est un peu le sujet tabou. Mais l'histoire nous montre que justement, quand les ressources manquent et quand il y a des crises, eh bien, avant les maladies, qui sont les grands tueurs de l'histoire, avant la maladie et la famine, il y a la violence, malheureusement. Mais on l'écrivait dans mon deuxième livre, Rue Barba. On aimerait bien que l'être humain il se nourrisse de photosynthèse et qu'on soit tous gentils et qu'on soit télépathes et qu'on se connaisse à fond et puis qu'on vive d'amour. Mais malheureusement, non. Et encore une fois, on peut être altruiste, mais si la personne en face de nous, elle ne veut pas, vous savez, c'est dur. Hein. Non, mais il y a quand même bien dans le livre une question de protéger l'identité, protéger son identité, où j'ai rêvé. J'ai bien compris ça. Alors, l'aspect identitaire m'est venu plus tard que ce premier livre. Je pense que j'étais beaucoup plus... mon premier livre, écrit en 2010, donc sorti en 2010 ou en 2011 2011. Oui. Sorti en 2011, mais je l'ai écrit en 2010 et 2011. C'est celui-là que j'ai, oui. Tout à fait. J'étais encore un peu gauchiste. C'est-à-dire vraiment, je pensais beaucoup... Et sur certains aspects, je le pense encore. C'est que ce qui compte, c'est vraiment dans l'individu et que finalement, on peut s'entendre avec l'individu. Et puis, j'ai relu un de mes écrivains préférés, Amin Malouf, sur les identités meurtrières, sur la condition du Liban. Un de mes meilleurs amis est libanais, et en tout cas a vécu au Liban pendant la guerre dans les années 70. Et puis, je me suis dit, non, mais en fait, l'identité, c'est une question fondamentale, et donc, elle va être constitutive on va dire, des atomes crochus entre les gens en cas de crise. Pas que l'identité, mais c'est un élément très important que j'avais peut-être sous-estimé dans mon premier livre. Et donc, dans mes réflexions plus récentes,
que j'essaie toujours de faire provocante et avec de l'humour parfois bien grinçant sur ma chaîne YouTube, etc. Parce qu'en fait, j'aime bien provoquer les gens à la réflexion et j'aime bien que les gens reviennent vers moi en disant non, tu te trompes. Ça, j'adore. Eh bien, parce que ça, à la fois, ça me fait réfléchir, mais en plus, ça me permet de valider mes pensées. Eh bien, j'ai remarqué que les gens, de plus en plus, les gens sont très fondamentalement tribaux. Y compris les gens pro-migrants gauchistes. C'est-à-dire, au fond, leur tribu, c'est le gauchiste pro-migrant. Mais voilà, c'est comme ça. On a tous un esprit un peu religieux, sauf que les religions, elles changent de dogme d'un groupe à l'autre. Donc, nous avons ces affinités. Et qu'avant de devenir religion, elles sont sectes. Absolument. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ou alors, même après de devenir religion, deviennent secte. Moi, je suis athée, donc c'est vrai que je vois d'un mauvais œil l'approche et même la dérive sectaire. Mais ça aussi, c'est très bien. On m'a jamais accusé de faire une secte. Tant mieux. C'est exactement ce que je voulais pas faire. Donc, tant mieux. Et je vois que cette identité, elle est importante. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une identité ? Et aujourd'hui, par exemple, beaucoup de Français viennent avec cette question et me disent, mais au fond, moi, pendant longtemps, je me suis dit d'être français. Certains étaient même nationalistes. Et aujourd'hui, ils viennent et ils disent, mais je sais même plus ce que ça veut dire. Ils me disent, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être français. C'est quoi être français, c'est quoi? C'est la France des années 50, c'est la France du Moyen-Âge, c'est le roi, j'entends toutes les définitions. C'est la France de maintenant, non? Eh oui, mais la France de maintenant, elle ne plaît pas à beaucoup de gens, et de moins en moins de gens. Enfin, c'est ce qu'on me dit, hein. Moi, je ne suis pas français, donc je vous laisse dans vos problèmes. D'accord. Mais voilà. Mais des migrants, il y en aura, puisque oui, il y a 2 chapitres, un sur l'effondrement économique, un sur l'effondrement écologique. Donc des migrants, il y en a, donc c'est une réalité. Bien sûr, il y en a déjà aujourd'hui pour des raisons y compris écologiques, et donc, pour l'instant, ils passent les frontières. Il y a 50 ans, ils n'auraient pas pu. Aujourd'hui, ils peuvent. Que se passera-t-il dans quelques années? Est-ce que ces frontières se ferment ou est-ce qu'on force le passage? Est-ce que, une fois qu'on est là, est-ce qu'on s'intègre? La Suisse est un pays où nous avons une grande histoire et expérience d'intégration parfaite, ou quasi parfaite des immigrants, avec les difficultés qu'ils ont avec. Moi, petit, je me souviens que on me traitait de salarital, de voleur, parce que voilà, les Italiens sont tous voleurs. Bon, aujourd'hui, les gens disent « Ah, les Italiens, vous étiez tellement bien par rapport à ce qui arrive maintenant. » Ok, peut-être que dans 50 ans, on dira « Ah non, les Africains, c'est super. » Je sais pas, mais en tout cas, il y a un aspect humain où on n'aime pas l'étranger, puis petit à petit, on s'y fait et on partage. Et moi, d'ailleurs, j'adore les différences entre les cultures, puisque j'ai voyagé dans pratiquement tous les pays du monde, et que je connais très bien beaucoup de cultures. Ce que je voulais savoir, c'est si vous étiez en croisade. Ah non, déjà, je ne me considère pas chrétien, mais en plus, non, moi non, pas du tout, je ne vois même pas ce que ça veut dire. Et si je vous dis ça, c'est parce que chez les survivalistes, il y a aussi cette tendance. Vous pensez aux Mormons, vous pensez à ceux qui croient à la fin du monde. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai que certaines sectes religieuses ont mis en place, dans une optique millénariste, fin du mondiste, une approche survivaliste. C'est vrai que j'ai interviewé d'ailleurs des Mormons, là, les Latter-day Saints, là, l'église des derniers jours, qui veut dire ce qu'il veut dire, et eux se disent, dans le messianisme prophétique de leur croyance, eh bien, il y aura une fin du monde, et donc nous devons, alors c'est paradoxal, parce qu'ils doivent se préparer à la fin du monde en ayant de la nourriture pour tenir ce qu'ils appellent les années de tribulation. Bon, je veux dire, voilà, whatever. Pour moi, c'est du farfelu. Mais enfin, pour des mauvaises raisons, ils font des bonnes choses. C'est-à-dire qu'ils font de leur conserve, ils font leur préparation. Alors eux, ils sont plutôt dans une approche officiellement non violente, d'ailleurs. Mais officiellement. Après, officieusement, je suis pas sûr. Dans l'Utah, ils sont armés. La NRA existe. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc il y a cette approche millénariste. Alors évidemment, moi, je suis pas du tout dans cette approche-là, puisque pour moi, c'est des temps de crise. Mais après, on construit, on reconstruit, on construit une civilisation, on s'adapte, alors peut-être qu'on sera un peu moins, mais un peu beaucoup moins, mais on s'adapte. Bon. Et donc j'ai pas cette approche fin du monde millénariste. Alors la seule faiblesse que j'ai eue d'aller dans ce sens-là, c'est de dire il faut croire que le monde d'après sera mieux. Parce qu'il faut qu'on ait une petite lueur d'espoir. Il ne faut pas se dire on va vivre dans un Moyen-Âge horrible. C'est pas Mad Max. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on va aller vers une sorte de Mad Max. Mais il faut tout faire pour l'éviter. Dimitri Orlov, qui est un ami, écrit un livre très, 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 très intéressant qui s'appelle Les 5 stades de l'effondrement, où il définit différents effondrements, l'effondrement social, économique, lui parle de financier, mais c'est pareil. Et en tout dernier, c'est l'effondrement
des liens sociaux entre les gens. Quand ça disparaît dans nos sociétés, là, c'est vraiment sauvage. On l'a vu au Rwanda, on l'a vu dans certains effondrements. Il faut tout faire pour qu'on n'arrive pas à l'extermination. Yves Cochet dit, vous n'aurez plus de Facebook. Votre groupe Facebook, c'est terminé. Vous feriez mieux raison. d'investir dans les chevaux de trait. Alors, chevaux de trait, je ne sais pas, mais en tout cas, certainement, c'est une très bonne idée. Je vais en avoir aussi l'année prochaine. Mais certainement, il vaut mieux investir dans les amitiés durables et profondes avec ses voisins. Vous pouvez acheter tous les deux un haras. Je l'invite volontiers officiellement dans ma ferme, s'il veut venir passer des vacances en Suisse. Bon, non, mais sérieusement, il n'y aura plus de groupe Facebook, dit-il. Les liens sociaux, ça va être difficile. Vous allez créer du lien social comment avec l'extérieur de la base autonome durable? Ce lien, il commence il y a 20 ans, et si ça n'a pas été fait il y a 20 ans, il commence maintenant. Moi, dans mon village, je vais boire des verres, même si j'aime pas l'alcool, avec mes voisins, on discute, on n'est pas sur Facebook, on se connaît, enfin, certains, ils savent même pas ce que je fais. Mais simplement, on travaille, il y en a un qui me file du miel en échange du droit de faire pâturer ses moutons chez moi, et en échange quand il tue son mouton, il me file le foie, parce que j'aime bien le foie de mouton. Quand le fermier d'à côté, il a besoin de mettre des vaches à l'étable, je lui prête mon étable, et je fais pas payer, hein, c'est comme ça, en échange, je suis sûr que si j'ai besoin de lait, il va me filer du lait un jour. Et puis, ce don, il existe avec des gens qu'on connaît, donc il faut les connaître, donc il faut mettre en place les liens. J'ai mes amis d'enfance que j'ai invités parfois avec insistance pour venir dans ma ferme parce que je les aime bien, et donc eux et leur famille, ils savent que s'il y a un coup dur, ils peuvent venir chez moi, j'ai ma famille, mes beaux-parents, etc. Et donc, petit à petit, on crée une petite société. C'est ça, donc mais c'est un éco-village d'une certaine manière. Petit, mais qu'est-ce qu'il y a qui fait que ce n'est pas un éco-village? Il y a quelque chose en dessous de la ferme, on la voit bien, hein, c'est joli. La montagne, les Alpes, le chalet. À part une cave avec quelques provisions en réserve, non, j'ai pas de bunker. Il n'y a pas de bunker en Suisse dans les fermes de montagne. Mais en revanche, je ne peux pas accueillir 8 milliards de personnes. C'est ça. Donc il y a une limite. Et cette limite, elle se fait naturellement, et ça a toujours existé. Et les vous villages, chassez, vous pêchez? Pas encore. Je trouve assez noble la chasse comme source de viande, parce que la viande au supermarché, c'est immoral en fait, même si il m'arrive d'en consommer. Mais vous voyez, je suis un peu végétarien comme Hitler. Je plaisante, ça n'a rien à voir. Qui n'a jamais lu Kurt Saxon. Hein, et qui n'a jamais lu Survivre à l'effondrement économique. Non, mais... Donc on en est là, on va faire une pause. C'est une blague, hein, vous ne les allez pas dire... J'ai cru comprendre, oui. De toute façon, on fait une pause, parce qu'il y a déjà 40 minutes, et là, mon bras se fatigue. Il nous reste à dire, qu'est-ce qu'ils font ensemble, les survivalistes? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce qu'il y a des réseaux, vous avez parlé de YouTube, on n'a pas encore parlé de votre co-auteur... Vol Ouest. Je veux en dire 2 mots, parce que c'est bizarre. Et puis, bizarre avec son marteau qui tombe par terre. Bon, bref. Et très bizarre. Je sais pas, j'ai pas souvenir d'histoire de marteau, mais peut-être. C'est son dernier. Je vois pas toutes les vidéos. Le dernier, c'est ça. Il a un marteau dans son garage, très gros. Il s'amuse avec, etc. Bon. Et alors, est-ce que vous savez quoi faire d'une arme qui tombe par terre, dit-il. Bon, d'accord. Ce qu'il veut faire, c'est un cours pour expliquer que si vous avez des terroristes en face de vous qui perdent leur Kalachnikov, il faut savoir s'en servir si vous la récupérez, voilà, ou des choses comme ça. Nous, en Suisse, on est tellement habitué avec notre armée qu'on apprend ça. Enfin, moi, je sais utiliser quasiment toutes les armes. Bon, d'accord. Mais parce que ça m'intéresse. Mais s'entraîner, c'est un truc qui fait partie de la préparation. Au Bataclan, il y aurait eu quelqu'un qui avait une arme sur lui. Il aurait limité la casse, quoi. Il y aurait eu un survivaliste ou il y aurait eu un Américain comme dans le Thalys. Voilà, bon exemple, bravo. Voilà, bon exemple. Il y aurait eu 3 Israéliens qui pratiquaient le Krav Maga. Exactement. C'était bien aussi. Bon, d'accord, ok, on est d'accord là-dessus. Mais c'est pas la question. Vous voyez que la violence, ça peut résoudre des problèmes. Bien un petit bout. Bien sûr que ça. Je vous en prie. Bah, oui. Non, mais c'est parce que souvent les gens disent non violent. Mais je dis, mais est-ce que les résistants qui ont tué des gentils soldats allemands, pères de famille, c'est bien ou c'est pas bien? Je dis, il fallait libérer le pays. Bah voilà que c'est bien. Donc, parfois la violence, elle est nécessaire. Moi, je veux dire, c'est triste de tuer des pères de famille. Mais ils sont chez vous. Allez, un quart d'heure. Continuons. Un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce que font les survivalistes ensemble? Comment ils s'organisent? Est-ce qu'ils ont un réseau? Puisqu'on voit, il y a un RSF en France. Bien sûr, il y en a plein. Alors, voilà, où on se donne rendez-vous, on organise des trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement?
ces survivalistes dont on dit qu'ils sont des dizaines de milliers dans un article. Ah oui. Mais c'est bien ça, ils sont des dizaines. Dites-moi combien ils sont. Je n'ai pas le chiffre, mais clairement des dizaines, plusieurs dizaines de milliers, hein, rien qu'en France. Parce que des gens qui comprennent, s'il y a au moins 200 000 ventes de mon livre en France, plus les vidéos, plus ceux qui sont un peu dans la permaculture, etc., qui sont un peu dans le même... C'est un peu la même approche, bien que ça n'a pas la même étiquette. Ça en fait du monde. Et ça s'accélère et ça augmente. Maintenant, moi, j'évite de faire partie de réseaux. Tout d'abord parce que je sais que malgré moi, j'ai une image négative et donc je ne veux pas polluer les gens et je veux qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Je ne suis pas un gourou, je donne des idées et puis que les gens fassent ce qu'ils veulent. Vous êtes conscient d'étiquettes que vous pourriez leur infliger, c'est-à-dire facho. Oui, bien sûr. Alors après, comme moi, je n'aime pas l'État, je ne sais pas comment on peut considérer ça facho, mais je m'en fous. De toute façon, les étiquettes, ça ne m'intéresse. Je m'en fiche complètement et j'ai la chance de ne pas avoir besoin de vivre d'un métier où je pourrais me faire virer pour ce genre d'étiquette. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Probablement qu'ils se réunissent et qu'ils essayent de comprendre est-ce qu'ils sont dans la même région? Est-ce qu'ils peuvent s'échanger des conseils? Alors parfois c'est aussi bête que tiens j'ai des graines de courge en trop, je te les file, qu'est-ce que tu as? Moi j'ai des tomates, etc. Parfois ils s'organisent, on dit ah, bon, on est voisins, on pourrait... Dans les cas peut-être les plus rares parce que c'est difficile à faire, des gens se disent et si on faisait un projet commun? Si on se mettait à 3 ou 4 familles pour acheter une vieille ferme, la retaper et se mettre dedans, ça existe. Voilà, il y a des crapahutés aussi, s'entraîner. Il y en a qui font des stages, qui crapahutent dans la montagne, etc. À la fin, c'est des relations humaines. Bon. Mais c'est là que vous avez commencé. Vous les avez bien co-dirigés, les stages de survie de égalité et réconciliation. C'est vrai ça ou pas? On m'a demandé d'en co-animer un. Ouais. Je l'ai fait, oui. Bon, ça ressemblait à quoi, qu'on sache? Moi, c'était des gens qui, de toute extraction sociale, il y avait une banquière, il y avait des gens qui en avaient marre de se faire tabasser dans la banlieue dans laquelle ils habitaient et qui venaient en disant, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et comme je dis toujours, en fait, ça commence d'abord dans la tête. C'est-à-dire, il y a un moment où vous devez dire, ok, je veux vivre, je veux survivre et je veux pas être une victime. Oui. C'est ce qu'on dit à l'armée d'ailleurs, ne pas subir. Oui, oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est un premier état d'esprit à mettre en place. Et ensuite, on leur a appris voilà, quelques notions de défense personnelle, d'attitude, d'identifier le danger, etc. On leur a fait des démonstrations à quel point, parce que les gens disent toujours, ils pensent toujours que les gens viennent, voilà, si quelqu'un vient avec une arme à feu. Et on leur a montré que, par exemple, un couteau à courte distance est beaucoup plus dangereux qu'un pistolet ou qu'un revolver, par exemple. Et on a fait des démonstrations. D'ailleurs, c'était des pistolets comprimés, hein, qui tiraient rien du tout. Hein. Après, je sais qu'il y a eu un article où ils disaient les stages, ils ont failli dire djihadistes ou je sais pas quoi. Bon, ça n'avait rien à voir. Bon, mais ça se passe en France ou dans le Jura suisse ou français? Il y en a plein de ces stages et j'en ai fait qu'un seul en France. Après, je me suis dit non, mais il vaut mieux que j'en fasse pas parce que j'attire des mauvaises étiquettes et puis autant que les gens se fassent leur truc par eux-mêmes. Puis après, on vous a vu dans plusieurs reportages avec le fusil qui est là, sans doute. C'est possible. C'est ce fusil suisse. En fait, c'est pas le Mauser. Hein. Non, ça c'est c'est le K31, c'est un fusil de 1931, donc vieille conception, mais il est juste magnifique et génial. Bon, celui-là, il est là parce que j'aime bien, voilà, ça me fait une petite décoration. Non, mais j'ai des choses beaucoup plus modernes. Mais vous savez, en Suisse, le rapport qu'on a en Suisse avec les armes est très libre et très naturel, puisque nous avons notre armée de milice. Et donc tout le monde a eu un père, maintenant aujourd'hui des sœurs ou des mères, depuis longtemps, qui s'entraînent. Tous les ans, on va crapahuter à se remettre à jour. On a le tir obligatoire, on doit aller tirer et montrer qu'on est toujours capable de bien manipuler une arme, de l'armée, donc, un fusil d'assaut. Et on en a des millions qui circulent en Suisse. Pour un pays de 8 millions d'habitants, dont probablement 6 millions de citoyens, nous avons quelque chose comme 4 millions d'armes. Un truc énorme. Oui, et pas autant de meurtres de masse qu'aux États-Unis. Mais pratiquement jamais. Je pense qu'en 40 ans, on a dû avoir 20 homicides liés à des armes à feu militaires. Et puis, si on a 10 homicides par an, en tout cas à Genève, il y en a 2 par an, donc ça va. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, c'est-à-dire la fascination des armes et la maîtrise des armes, ou pas, il y a une branche du survivalisme qui s'appuie sur la protection de la nature,
mais qui a des visées extrêmement excluantes. Hein. Moi, je parle du terrorisme et de ce que j'appellerais l'éco-terrorisme. Quand on voit à Christchurch un homme qui se revendique justement de l'écologie, du survivalisme, et qui fait un carton devant 2 mosquées. Et face à ça, bon, c'est un risque. Vous me direz, il y a eu action directe autrefois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des cocktails détonnants qu'il faut éviter quand même, non? C'est pas... Bon, alors, bien sûr, il y a des fous furieux dans toutes les croyances, dans tous les groupes qui, au moment, pètent un câble et agissent pour des volontés, en l'occurrence, c'était clairement un attentat politique, que je dénonce parce que c'est tellement contre-productif et inutile, et puis on ne tue pas des civils, enfin, ça, c'est quoi cette histoire? Mais vous savez, moi, je relativise toujours, je dis, mais vous savez, la personne qui tue le plus, c'est l'État. C'est l'État qui fait les guerres, c'est l'État qui fait des génocides. C'est pas l'individu fou. Je veux dire, Breivik, il se lève le matin, il fait 70 morts, mais l'État, il en fait combien par année? Essayez de ne pas payer vos impôts, puis vous allez voir ce qui vous arrive. Donc, il faut relativiser. Dans l'histoire, c'est l'État qui tue, c'est pas les individus, c'est pas... Ça, ce sont des épiphénomènes. Maintenant, moi, je trouve que d'ailleurs, c'est le cas de la Suisse, plus on est responsable, moins on va faire des conneries comme ça. Regardez, en Allemagne voisine, vous avez un groupe qui s'appelle Division des armes nucléaires, un groupuscule, qui menace sur Internet des députés, soit écologistes, soit pro-migrants. Il y a un Turc parmi eux. Bon, voilà, comme Mme Merkel est fâchée, mais vous voyez comment on utilise... Vous voyez comment on utilise le symbole le plus protection de la nature ou le plus anti-naturel pour effrayer. Vous voyez qu'il y a bien une dérive. Je ne peux que le regretter et le dénoncer, mais c'est vrai que l'écoterrorisme, on en parle depuis longtemps. Parfois, ce sont des gens perdus qui vont trop loin, ou alors des gens qui disent, vous savez, il faut toujours se méfier du concept de la fin justifier les moyens, parce que, vous savez, voilà, combien d'idéologies disent nous voulons le bien du peuple et pour cela il faut qu'on tue quelques millions de personnes. Ça arrive très souvent. Alors, question qui en profite? Les marchands d'assurance vie, les prophètes, les services météo, les start-up comme la vôtre, hein, qui font du conseil en comment construire sa base autonome durable. Je sais pas. Répondez-moi, c'est un business. Il faut quand même. Ça permet de. J'aime bien cette question parce que ça permet quand même de dédramatiser un peu ce sujet. C'est devenu un business parce que les ventes en ligne de kits de survie, les vêtements textiles de protection, je pourrais vous citer une liste comme ça. Donc il doit y avoir des gens qui se font des C en or. Mais oui, mais vous savez. Alors, en Suisse, nous sommes un pays à majorité protestante, donc forcément, on a un rapport à l'argent, de culture, hein, qui est peut-être différent qu'en France. Je sais qu'il y a un vrai problème en France avec le fait de gagner sa vie. Mais bien sûr qu'il y a un business, mais tout travail mérite salaire. Et puis, vous savez, quand M. Jankovici fait un rapport pour l'État, je suis sûr qu'il se fait payer, hein, il ne le fait pas gratuitement. Quand Yves Cochet fait un rapport à une ville pour la durabilité, voilà, merci, sur la ville, il facture. Moi, quand un gouvernement me demande un rapport, je facture. Bon, voilà, tout le monde facture. Des études, ça c'est intéressant, parce que justement, c'est une question que j'ai posée à Yves Cochet sur ce rapport en question, dont vous faites allusion là, qui a été commandé à l'Institut Momentum par une fondation de la SNCF, payé 50 000 €, alors qu'une autre, ONG, elle, s'est fait payer 300 000 € l'étude. Donc justement, tiens, voilà. Donc, quel business? Qui en profite? Donc tout le monde fait des études qui nourrissent sa propre théorie un peu, c'est ça, non? Alors, il faut... Ben, donnez-moi des choses précises. Vous en avez fait des études? On vous a demandé? Oui, plein. J'en ai fait plein. J'en ai fait pour le canton de Fribourg, pour le canton de... Le très fameux travail que j'ai fait pour le canton du Valais. Expliquez un peu. Ben, par exemple, dans le canton de Fribourg, c'est un canton où la protection civile du canton souhaitait évaluer les risques liés à des troubles civils et des crises économiques. Donc ils m'ont fait venir, j'ai fait une conférence, ils m'ont payé, j'ai fait un petit rapport, et ils ont pris en compte ou pas de ce que je leur ai apporté.
Et ils se sont dit, voilà, il y a des bonnes idées. Bon. Le canton du Valais, c'était pareil. Ils ont toute une cellule de réflexion sur des risques qui vont du séisme, du tremblement de terre, c'est une zone à séisme, des risques sur les barrages, sur l'éclatement des barrages. Et ils m'ont demandé de faire un rapport sur comment le canton pourrait réagir en cas de grosse crise financière où les banques ferment, ou avec des très grandes faillites et du chômage de masse. Donc j'ai fait un rapport où, par exemple, on préconisait l'État de se mettre en tant qu'intermédiaire entre l'individu et les banques pour que les gens ne soient pas jetés de leur maison, puisqu'ils n'arrivent plus à payer l'hypothèque, par exemple. Donc ça, c'est une des nombreuses préconisations que l'on a faites. Donc c'était très social, très à gauche comme approche. 50 000 euros? Ah non, j'ai bossé pour 4 000 euros, c'était très court à faire. Ah bon. Et puis, par exemple, on avait, ça c'est beaucoup plus polémique, que se passerait-il si l'Italie expulse un certain nombre de milliers de migrants à travers la frontière suisse et nous envoie ça en Suisse? Et alors, que fait le canton pour gérer? Et donc là, nous avons dit, on ne ferraille pas, on est d'accord, on ne tire pas sur les gens. Donc, précisons, parce que voilà. Donc j'ai dit, ces gens, on parlait de 40 000 personnes, 40 000 personnes qui arrivent en une semaine. C'est beaucoup pour un canton qui a 300 000 habitants, c'est gigantesque. Et donc on parlait de, la Confédération, la Suisse, l'État suisse ne nous aide pas, que fait le canton? Eh bien, nous avons commencé à faire la liste des écoles, des stades, de tout ce qu'on veut, pour essayer de dire, Ensuite, on a fait la liste de quelles sont les ressources alimentaires, les couvertures, etc. qu'on a. Est-ce que la protection civile en a assez? Oui, non. Et ensuite, on a regardé les communautés déjà existantes de minorités de d'autres pays, donc du Moyen-Orient, d'Afrique, etc. Et est-ce que ces communautés pourraient nous servir d'intermédiaires, déjà pour des traductions, pour des interprètes, mais aussi pour voir comment on peut observer chez l'habitant des gens, donc de leur communauté, des gens qui pourraient arriver, etc. Donc il y a un plan. L'idée, ce n'est pas la question de souhaiter ou pas que ça arrive. La question, c'est si ça arrive, est-ce qu'on est prêt? Parce que le problème, souvent, c'est de réagir dans la panique et sans préparatif, et donc de faire des erreurs qui ensuite en s'amplifient et qui causent des troubles, des problématiques autres, etc. Donc, ça s'est bien passé d'ailleurs. Le rapport a été très favorablement lu et accepté. C'est intéressant, c'est faire de la politique aussi, d'une certaine manière, puisque ici, vous avez la démocratie directe, avec des élections pratiquement tous les week-ends sur des points qui peuvent être parfois de détail. Simplement, la chose est la suivante, c'est que l'homme qui vous a accompagné dans cette aventure, il a voulu vous faire entrer comme conseiller ou dans son... Non, j'étais consultant. Vous étiez consultant. Non, c'est l'histoire. Alors ici, c'est devenu une affaire dont on n'a même pas parlé, nous. Oui, en Suisse, c'est devenu une affaire parce que... Non, mais en fait, ils n'en avaient pas après moi, mais ils en avaient après M. Oskar Feisinger, qui était un conseiller du parti de droite au Valais, qui est un conseiller national, donc un ministre au niveau cantonal, au niveau régional pour vous en France, et parce qu'on a un État décentralisé en Suisse. Donc ils l'ont attaqué en disant « Ah oui, mais vous avez... embauché, ce facho, etc. » Puis ils ont sorti hors de contexte différentes phrases que vous avez mentionnées tout à l'heure, notamment sur les handicapés et sur la potentielle violence des Européens, qui sont des faits, en tout cas sur celui de la violence, c'est indéniable. Et donc ils l'ont attaqué, et puis donc il a été un peu obligé de... Alors au début, c'était drôle, parce qu'au début il disait « Non mais je le connais très bien, c'est quelqu'un de tout à fait raisonnable, non, arrêtez de dire des trucs. » Ensuite, ils ont un peu poussé, puis il a dit « Non, mais de toute façon, je le connais pas vraiment. » Et puis on s'est rencontrés que 2 fois, et puis à la fin, je le connais pas du tout, et puis de toute façon, on l'a viré. Mais j'ai déjà fini le boulot, qu'est-ce que vous l'avez viré? J'ai fini. Bon, vous avez été payé pour ces études. Oui, c'était ça que je voulais dire. Oui, c'est que ça peut être le conseil. C'est du conseil. Vous avez une société de conseil, ou c'est ça? Non, je suis indépendant. Mais on est tous payés, vous aussi, vous avez un salaire. C'est normal. On n'est pas, je veux dire... Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est normal. Le conseil risque, c'est comme ça qu'on appelle ça, intéresse aussi les assurances. Tout à l'heure, je vous parlais des assureurs. Oui, ici, sûr. On est quand même dans le pays des banques assurances. Bien entendu. Alors, c'est pas eux quand même qui vous... Là où vous avez mentionné... Qui financent vos ouvrages. Non, ils ne financent pas. Mais là où vous avez dit quelque chose de très juste et qui est rarement adressé, c'est qu'il faut faire très attention, et donc forcément moi le premier, d'avoir un biais de confirmation. C'est un biais très humain, très psychologique, très, très normal, mais qui peut nous amener à ne voir que les informations qui vont dans le sens de ce qu'on veut voir. Et ça, il faut faire très attention. Je sors ce matin d'une longue discussion avec un psychologue anglais, où on a travaillé là-dessus, sur
comment est-ce qu'on identifie le biais de confirmation dans son travail. Parce qu'on a tous cette tendance, et donc moi je me fais violence à lire plein de documents scientifiques qui disent non mais vous en faites pas, on va remplacer le pétrole par de la fusion froide. Je parle du pétrole de synthèse. Oui, mais il y a plein de solutions. C'est Jean Covici qui dit ça. Ouais, bon, pétrole de synthèse qui existe depuis les fin des années 30, mais qui coûte en charbon, en pollution, en tout ce qu'on veut. Parce que vous savez, le premier combustible qu'on va utiliser pour faire de l'électricité dès qu'on a un petit peu moins de pétrole, et c'est imminent, c'est le charbon. Donc ça va être sympa pour l'atmosphère. Parce que moi je suis pas... À la limite, le climat, ok, mais bien avant les effets problématiques sur le climat, ce sont les effets de la pollution. Aujourd'hui, on mange du poisson rempli de plomb, de mercure. On a les femmes enceintes qui sont empoisonnées, qui empoisonnent leur fœtus avec... quand elles les avortent pas, mais avec du plomb et du poisson. On a des microparticules qui encrassent nos poumons dans les grandes villes. Enfin, je veux dire... Oui, très bien le réchauffement climatique, mais dès maintenant, on vit de manière horrible. On est en train de tous se faire tuer à petit feu par notre propre mode de consommation, et ça, il faut le voir tout de suite. C'est intéressant, vous n'ayez pas parlé du nucléaire encore, alors qu'il y a eu un séisme dans la Drôme et l'Ardèche le 11 novembre. Séisme de 5,4. Ah oui, vous étiez sur votre batte flottante. Non, j'étais en Turquie. Voir un client. J'ai des clients turcs. Vous avez des clients turcs. Tiens, ça m'intéresse aussi. Mon livre est traduit en turc, en arabe, et oui, j'ai même plusieurs clients en Turquie. Donc, il s'est passé une chose, 800 maisons ont été démolies, mais ça s'est passé à 20 km de 2 centrales nucléaires, celle du Tricastin, celle de Cruas. D'ailleurs, c'est pas passé inaperçu de gens qui vendent des bunkers, comme ceux de Suisse, et qui ont tout de suite proposé dans les mairies de le faire. Simplement, la chose... je me suis trompé, j'ai cru que la tenue NRBC, vous alliez la vendre juste après mon émission, mais non, c'est pas ça. Et par contre, le dernier livre, c'est, et c'est même dans Survivre, c'est ayez à portée de la main une tenue, une combinaison NRBC, c'est-à-dire pour vous protéger des rayonnements, de la chimie et des virus. Bon. Là aussi, qui les fabrique, comment, pourquoi être si pushy, comme diraient les Américains, sur ce thème-là? Alors vous avez raison, et ça a été dans mon premier livre probablement un élément de trop, probablement d'avoir parlé de NRBC. Et en fait, j'ai corrigé la chose en faisant un livre entier sur le sujet, et comme je ne suis pas un spécialiste de cette problématique qui est très très complexe, je me suis associé pour l'écriture avec un ancien responsable de la cellule NRBC du GIGN. Des gens mondialement connus qui sont un peu l'une des grandes références françaises dans le monde pour les groupes d'intervention de police, en l'occurrence de la gendarmerie. Et donc nous avons écrit un livre entier sur les problématiques nucléaires, mais aussi radiologiques, biologiques et chimiques. Et c'est vrai que nous avons un peu modéré, d'ailleurs ce livre, en fait, on rigole en disant qu'il ne pousse pas à la consommation, puisque souvent on dit c'est tout d'abord l'état d'esprit et la compréhension de ce qui arrive qui compte avant de commencer à s'acheter du matériel, des masques à gaz, de tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que la tenue NRBC, dans l'immense majorité des cas, elle n'est pas utile. Et on explique pourquoi dans le livre. Donc au contraire, on a un peu modéré cette paranoïa éventuelle, potentielle. Et pas créer un site de vente en ligne de tenue NRBC. Non. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, on parlait tout à l'heure du problème du biais de confirmation. Je travaille sur le prochain livre j'ai un roman qui sort en janvier, mais celui d'après, c'est l'histoire de mon grand-père dans les camps en Allemagne. C'est assez rigolo. Enfin, d'accord, on a compris. Le livre suivant sur lequel je travaille maintenant, c'est un livre sur la peur. Comment justement ne pas tomber dans la panique, ne pas tomber dans l'anxiété, ne pas tomber dans la paranoïa, parce que finalement, beaucoup de gens me disent ce que tu dis est super intéressant et je pense que ça va arriver, mais depuis que j'ai lu tes livres, je flippe, je suis anxieux, je suis pas. Et moi, je dis non, c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est que dans l'action et dans la préparation, justement, on exorcise nos peurs. On se dit bon, finalement, s'il arrive quelque chose, c'est pas grave, je suis prêt. Et puis, s'il arrive rien, tant mieux. Et là, je me suis dit non, il faut que je creuse le sujet. Donc, je suis à fond dans des travaux de psychologie, de neurologie, de traitement, alors, je pratique du yoga, je pratique moi-même de la méditation en pleine conscience. Vous voulez dire de self-control?
on va rester français, de pleine conscience et de contrôle de soi. Voilà. Et donc, j'essaye de traiter dans mon prochain livre, et qui est bien entamé maintenant, j'avance vers la phase de fin d'écriture, où j'essaye d'expliquer, ben voilà, quoi qu'il arrive, il y a un contrôle de soi, il y a une maîtrise de soi, il y a et des techniques qui permettent de rester dans le raisonnable et dans ce qui est... parce que l'anxiété tue. L'anxiété nous amène des problèmes médicaux, des problèmes physiologiques. Et donc, il y a suffisamment... La peur est bonne conseillère, mais pas le stress. Exactement. Il y a un équilibre à trouver entre la peur qui nous pousse à agir, la peur de perdre son emploi qui nous pousse à nous lever le matin, etc. Mais en même temps, ne pas tomber prisonnier de celui qui veut se préparer, par exemple, ça on le dit souvent dans nos livres, il ne faut pas se préparer à toutes les choses possibles et imaginables, parce que c'est impossible, et puis il y a trop de dangers, puis certains dangers sont statistiquement, c'est pour ça que je parle toujours, il y a l'incendie. C'est souvent les gens disent par où je commence, je dis achète-toi un extincteur pour ta maison, et prends une assurance incendie. Parce que statistiquement, la chose qui va arriver le plus fréquemment dans notre monde, c'est l'accident de la route et l'incendie de la maison. Alors, on reste sur comment Piero San Giorgio est devenu un businessman. Bon, c'est un businessman, un entrepreneur. Il était avant. Bon, il gagnait beaucoup plus d'argent avant. Et puis en 2008, il a connu les subprimes aussi, la crise sans doute. C'est peut-être pour ça qu'il a su qu'il fallait qu'il écrive un chapitre sur l'effondrement économique. Bien sûr. Mais l'édition, c'est puisque ça va être votre 5e, 6e, 7e bouquin peut-être Ce sera mon 6e, celui sur la peur. Voilà. Donc 6 livres. Les premiers, c'est avec Soral. Que vous réussissez à les éditer, je veux dire. Sa maison, non, pas du tout. J'ai vu contre KKK, contre Culture. Ah non, pas du tout. Le Retour aux Sources. C'est le Retour aux Sources, qui est une maison indépendante qui appartenait à un monsieur qui est décédé cette année, qui s'appelle François Sainz, qui en Normandie, qui n'a rien à voir avec Contre-Culture, qui fait des bons livres par ailleurs, aussi des moins bons, mais qui est un ancien camarade du Parti Vert, un des fondateurs du Parti Vert, avec Brice Lalonde à l'époque et Antoine Wechter. C'est un grand pote à Antoine Wechter à l'époque. Il s'appelait Sainz, François Sainz, oui. Et la maison Le Retour aux Sources, qui édite d'ailleurs des marxistes comme Francis Cousin, qui est tout à fait plutôt dans une optique écologie anti-système, mais qui touche autant des marxistes que des gens un peu plus de droite comme Michel Drac ou d'autres. D'accord, donc ça sera toujours la même maison d'édition qui... Alors, depuis son décès, la maison d'édition va changer de propriétaire, parce qu'il a... Voilà, maintenant, dans la succession, elle va être transmise à d'autres, mais on va continuer à rééditer les livres. C'est pour ça ça fait 6 mois que tous mes livres sont en rupture de stock, malheureusement. Bravo, parce que tout le monde ne peut pas dire ça. Très bien, non, je sais, BHL a beaucoup de peine à vendre ses livres. Je lui dirais. Il me connaît. Les sites de vente en ligne, ça aussi c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Oui. On dit, il y a un article que j'ai lu, que vous étiez en affaire avec Soral. Alors, dites-moi ce qui est vrai. Alors, j'ai été en affaire avec une entreprise qui appartient au groupe dont Alain Soral est actionnaire, et dont Contre-Culture, etc. Et j'ai fait pendant une année, j'ai d'ailleurs été actionnaire parce que j'ai participé à fonder ce groupe qui était en fait essentiellement, cette société qui s'appelait Prenons le Maquis, et qui était fondée, en fait, l'actionnaire principal, c'était un jeune qui avait eu cette idée. Je l'ai aidé volontiers parce que c'est quelqu'un de très gentil. Et puis, après une année d'activité, je leur ai dit, bon, ben voilà, je vous ai aidé à vous lancer. Et puis j'ai arrêté, puis j'ai vendu mes parts, puis voilà. On vendait des kits de survie? Oui, ils vendaient des sacs à dos avec des kits de survie à l'intérieur, etc. C'était j'ai trouvé que c'était plutôt bon marché, c'était bien, donc ça a eu son utilité. Mais bien sûr qu'il y a plein de, en commençant par le vieux campeur, il y a plein de gens qui vendent plein de magasins qui sont excellents. C'est là que j'ai acheté ce livre. Mais oui, le guide de survie en ville de Tribaudot. Mais oui, très très bien. Alors, très complet, très bon livre. Il explique comment faire du feu avec une batterie de téléphone portable au lithium. Bah voilà. Vous savez faire ça, vous? Je n'ai jamais essayé, mais je l'ai lu dans le livre. Bon, oui, où il explique comment faire des sutures soi-même. Vous n'avez pas fait ça? Si, les sutures, je sais faire. Ah, difficile, ça c'est le plus dur à faire. Elle est belle celle-là. Ah oui. On voit rien. Ah oui, sur votre pouce. Ouais. Je me suis coupé en déballant un tomahawk d'une boîte. Et à la fin, je me suis entraîné parce que j'ai tout mon kit, pas ici, mais à la montagne. J'ai tout ce qu'il faut pour
pour faire une anesthésie, puis effectivement des sutures. C'est pas très dur. Hein. Voilà, bon, pas très dur. Bon, tant que ça fait pas mal, ça va. Voilà, oui. Il y a aussi, comment recharger. Il y a aussi quelques indications sur... des plantes comestibles. Oui, ou comment faire... si vous ne savez pas quel produit utiliser pour faire sauter quelque chose, vous le trouvez là-dedans aussi. Donc il y a ce problème, c'est que... Ça non plus, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, ça non plus. Vous n'avez jamais fait sauter quelque chose? Non, enfin... À part des bouchons de champagne. Oui, quelques amis, mais des quelques filles, mais sinon, non, non, mais je suis pas agressif, moi. Non, ouais. Je suis un gentil. Bon, et donc, votre base autonome durable, elle n'est pas... Enfin, vous n'appelez pas... La presse People n'y va pas, si j'ai bien compris, hein, c'est quelque chose qui doit rester secret. J'ai déjà tellement de visites, j'ai eu National Geographic, j'ai eu la télévision italienne, j'ai eu France 2, donc ça va, maintenant j'ai plus envie parce que j'ai plus le temps, et puis il y a suffisamment d'images d'archives sur internet, si les gens ils ont envie de voir un petit peu mon potager, la télévision suisse est passée il y a longtemps déjà. Les tomates explosives. Les tomates, elles ont de la peine à pousser à 1000 mètres d'altitude, mais quoique sous serre, elles sont sorties cette année. Je suis content. Voilà, c'est bien d'avoir une serre. Oui. Wolf West. Alors, voilà un homme intéressant, donc vous allez me dire si vous êtes vraiment associé toujours, puisque son nom est à côté du vôtre dans Rue Barbare. Moi, j'ai regardé sur YouTube sa dernière démonstration dans son garage du Montana. Effectivement, pour un Français, c'est un Français qui aime beaucoup les armes. Il est bien, on le sent à son aise. Ah oui, c'est un ami, et c'est quelqu'un avec qui je dialogue souvent. On est en train de refaire la version de Rue Barbare mise à jour. On est en train de faire la version américaine de Rue Barbare en ce moment pour un éditeur, et puis on la met à jour également. On l'américanise un petit peu. La version italienne va sortir, donc on travaille un petit peu là-dessus. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On part comme tout le monde. On n'est pas des frères jumeaux. Pourquoi pas dénoncer les armes si vous croyez que c'est pas vraiment utile, les armes entre les mains de gens qui savent pas s'en servir ou qui s'en servent pour d'une mauvaise cause? Pour une mauvaise cause, ça me paraît évident. Mais si on sait s'en servir et si on est responsable, les armes ne sont qu'un outil. En Suisse, on est tous armés, là, dans cette pièce, il y en a au moins 4 ou 5, ça pose pas de problème. Vous pouvez me les montrer? À part le vieux fusil qui est tout beau, qui est fonctionnel, qui est tout beau, les autres sont dans un coffre, bien sûr, comme la loi l'exige. C'est ça. Ils sont dans un coffre. Alors vous me disiez, je suis pas réserviste. Alors vous êtes ou vous n'êtes pas réserviste? Non, ça n'existe pas, les réserves en Suisse. Je sais pas qui sort ça. Vous savez, sur Wikipédia, les 3/4 des trucs sont complètement inventés. Mais comme je peux pas les modifier, j'ai pas le droit, je peux pas, on me laisse pas les modifier, tant pis qu'ils racontent n'importe quoi, ils se discréditent eux, tant pis. Et pourquoi avoir changé, passer de M. Fallotti à M. San Giorgio? Parce que c'était bien aussi, votre vrai nom. Mais est-ce que vous auriez posé la même question à Johnny Hallyday? Non, mais moi j'aurais pu me la poser à moi-même, je vous aurais répondu que mon nom n'est pas le vrai. Et donc... parce que c'est un nom de lettres, c'est un nom de plume, et puis parce que, a priori, je souhaite que l'on différencie ma vie privée, celle de mes enfants, le nom de mes enfants et mon épouse, de celui d'un auteur et éventuellement d'un intellectuel aussi. Alors, un artiste, quelque part aussi. Pardon, un artiste. Aussi d'un artiste. Ouais. Il y a une part d'art dans l'écriture, d'ailleurs, je vais faire de plus en plus de romans. Donc bien sûr, ça c'est très courant d'avoir des noms de plumes. On a l'impression que vous êtes confortable parce que justement c'est quelque chose qui est porteur, quoi. Oui, c'est porteur, c'est créateur, ça exige du concept, de la mise en réalité. Mais c'est pour ça que, sans fausse modestie, c'est pour ça que mes livres sont des best-sellers, c'est parce que j'arrive à présenter, je crois, des concepts quand même assez complexes, parfois assez durs, qui surtout en 2011 étaient loin d'être acceptés par la plupart des gens. Il n'y avait pas de série Canal+, qui s'inspirait entre autres de ce que j'ai fait, de l'effondrement. Et d'ailleurs, elle est pas mal cette série. Je l'ai vue l'autre jour. Elle est très bien, cette série Canal+. Donc, ils m'ont contacté à un moment, puis ça s'est pas fait. Mais voilà, j'en connais parmi les concepteurs. Et ils ont fait ça très bien. Elle est tout à fait raisonnable. Elle est pas du tout bisounours, elle est très bien.
On reste quand même bien dans le système capitaliste actuel. Vous savez, le problème, c'est quand on quitte le système capitaliste, on est dans la survie tous les jours. Regardez tous les pays qui ont essayé autre chose, ils crèvent la dalle du premier jour à la fin, puis c'est plein de génocides. Donc franchement, je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes qui marcheraient bien. Moi, moi j'ai l'impression qu'on ne vit pas du tout dans un système capitaliste. Parce que c'est clair, Yves Cochet, dans son éco-village, on n'a plus d'échanges monétarisés. Ouais. Et si les gens ne sont pas d'accord, on fait quoi? J'espère qu'on ne défouraille pas. Ouais, mais ça, c'est la problématique souvent dans les systèmes très altruistes, c'est qu'au bout d'un moment, on a des gens armés qui vous foutent dans un goulag si vous n'êtes pas content. Donc, moi, j'ai beaucoup de suspicions par rapport au collectivisme. Je préfère que les gens ils aient leur intérêt bien compris et qu'ils collaborent parce que justement, ils ont intérêt à le faire. Alors, si on résume tout, il y a deux écoles dans ce qui s'appelle le survivalisme ou néo, ou ce que vous voulez, mais il y a deux écoles. Une école plutôt collective, une école plutôt individualiste. Alors ça, c'est vrai. Ça, alors, c'est une très bonne phrase. Alors, c'est vrai qu'il y a une approche plutôt collectiviste et une approche plutôt individualiste. Alors, j'ai choisi, dans mes livres, c'est vrai, plutôt une approche individualiste qui tend, avec le développement vers un peu de collectivisme et un peu d'entraide, parce que nous sommes dans un monde individualiste. Et aussi parce que ça correspond à ma nature, je vais pas me le cacher. Et donc, je pense que c'est plus facile de convaincre et c'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui suivent, qui commencent à mettre en place ces systèmes de survie, d'autonomie, etc., aussi par cette approche-là, parce que au moins, on peut décider sur soi-même, on peut changer soi-même, on peut dire, voilà, moi, je pars à la campagne. J'ai pas besoin les meubles un peu. Oui, et surtout, on n'a pas besoin d'attendre que 10 autres personnes le fassent en même temps. Parce que sinon, il faut palabrer, discuter, convaincre, faire des compromis. Tandis que je dis, non, moi, je vais faire mon potager, je le fais tout seul. Point. On sauve les siens et on sauve sa fortune. La fortune, je ne crois pas, mais en tout cas, les siens d'abord, bien sûr. Oui, bien sûr. Fortune, je ne sais pas. Vous savez, le banquier, souvent, vient vous voir pour vous demander conseil. Oui, j'ai des clients banquiers, mais qui transforment une toute petite partie de leur fortune dans des systèmes qui vont leur faciliter la vie à survivre. Et en fait, ils font ce qu'on appelle une diversification de stratégie. C'est-à-dire, ils disent, si tout va bien, je continue à être banquier, à m'en mettre plein les fouilles. Si en revanche, ça va mal, j'ai quand même une maison de vacances, ou j'ai quand même un petit potager, etc. Alors moi, c'est là où je leur dis, vous savez, le petit potager que tu travailles 3 fois par année, ça ne marchera pas. Donc il faut quand même que ça devienne une activité beaucoup plus importante. Et puis petit à petit, ils me disent, oui, tu as raison, donc finalement, maintenant je travaille 3 jours par semaine dans ma maison de vacances, et petit à petit, ils vont me dire, bon, j'ai lourdé l'appartement en ville, et puis maintenant je suis à plein temps dans ma maison de vacances. Et puis, peut-être, je fais comme Yves Cochet, j'ai un élevage de chevaux, il a sa fille qui vit avec lui, donc c'est très bien. Et à la fin, vous avez quand même une grosse différence avec le clan Pablo Servigne, avec le camp Pablo Servigne, puisque eux se disent si le monde capitaliste s'effondre, tant mieux, tandis que vous dites pourvu que le monde capitaliste ne s'effondre pas trop vite. Si l'effondrement c'est 50% de la population qui meurt, je ne peux pas m'en réjouir. Humainement, j'ai de la peine à me dire que 50% des Français vont mourir. J'ai pas envie de voir ça. Non, ou 40 ou 30 ou 10. Mais vous aimez la vie, vous. Bah oui, moi je suis un bon vivant, j'espère avoir de l'humour. D'ailleurs, je pense que les gens apprécient la manière dont je passe le message avec beaucoup d'ironie, de cynisme et d'humour. Ça fait partie de ma personnalité. Et puis l'argent, ça vous crachez pas dessus. Bah non. Bah vous savez, on est quand même mieux bien portant, en bonne santé et avec un bon compte en banque que sans. Mais voilà, c'est Coluche qui dit ça, mais je n'arrive plus à le citer, là, je sais pas. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que... Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que la fin du monde, la fin de notre monde soit... Voilà, vous, l'économie monétaire, ça vous intéresse. C'est comme Saint François qui disait faites-moi pauvre et mendiant, mais pas tout de suite. C'était Saint François qui disait ça? Trouvons-le et refaisons-le si c'est vérifiant. Ça vaut le coup. C'est pas Saint François d'Assise. Si, sans doute. Ah, mais moi, c'est lui, c'est bon. J'ai une vieille culture catholique, mais je suis pas catholique. Milanaise. Milanaise. Et moi, je suis turinois, moi. Moi, je suis piémontais. Ah bon, moi aussi. Parle encore italien, non?
poco. Un po'. Il faut demander ça à Rina, ma grand-mère, Ah, et qui est allée en Lorraine s'établir, voilà. qui s'appelait Chiantel. C'est joli, Chiantel. Alors, Vérifiez ça pour que il vaut mieux être riche, pauvre et bien portant que. Ah, ça c'était Coluche qui avait dit que je. Mais ça, il faut la retrouver juste. Bien sûr, bien sûr. On va faire ça en live. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut que je retrouve la citation pour faire un. Google n'est pas si, encore. Si c'est Saint-François, tout va bien. Mais je crois que c'est Saint-François, mais peu importe. C'est certainement pas Saint-Augustin, parce que lui, il était un peu fou furieux. Mais certainement pas Saint-Paul, parce que lui, il était carrément fou. Mais lui, c'était un vrai gourou. Ça peut être Saint-François d'Assise, oui. Mais il faut qu'on vérifie. Je vous laisse vérifier. Tranquille. Bon. Non, j'arrive pas à trouver en tout cas. Non. Et non, ma culture a des lacunes. Non, je vieillis. On fera avec ça. On fera avec ça. Non, mais ça, c'est pas grave. Très bien. Ça vous va? Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, j'ai tout. Par contre, ce qu'il me faudrait, c'est quelques images.